Ceci est une contribution de l'AFTC 22 pour une vision globale des problèmes liés aux traumatisés crâniens dits légers souffrant de troubles persistants. Près de 80 000 personnes sont concernées chaque année en France par un traumatisme crânien léger, dont 15 000, soit 15 à 20%, conserveront des séquelles définitives. Il s'agit bien d'un problème de santé publique majeur. L'étude du centre hospitalier de la région d'Annecy et de l'INVS de Haute-Savoie propose une prise en charge adaptée qui évite une banalisation excessive pour ces patients qui se retrouvent à la frontière entre troubles neurologiques et psychiatriques. Les conclusions sont parues dans le numéro 40 de Résurgence en décembre 2009. Si cette étude a le mérite de s'intéresser aux traumatisés crâniens légers et de reconnaître implicitement que leur prise en charge actuelle n'est pas adaptée, elle ne règle aucun problème. Le vécu de ces traumatisés crâniens dits légers, mais à troubles persistants, vu de l'intérieur. Pour le traumatisé léger, qui conserve, comme le traumatisé lourd, des séquelles importantes en matière de mémorisation, d'apprentissage, de concentration, de planification, de fatigabilité, la réalité est là, brutale, pour lui-même et pour sa famille. Car, pour les traumatisés crâniens légers, nous sommes dans la catégorie des troubles post-commotionnels ou des troubles subjectifs des traumatisés crâniens. Le bas blesse encore un peu plus, car médicalement, les dossiers sont vides, comme disent les médecins qui les accompagnent aux expertises. C'est-à-dire que l'imagerie médicale, scanner ou IRM classique, ne présente pas d'anomalie. Il en résulte que tous ces problèmes ne seront pas considérés comme liés au traumatisme crânien, mais venant d'ailleurs. Au-delà de l'impuissance ressentie devant l'incapacité à se faire comprendre de son environnement en général et du milieu médical en particulier, les conséquences sont pour lui sans appel. Une reprise du poste de travail qui s'avère la plupart du temps impossible, cela rime avec licenciement dès lors qu'il y a consolidation, chômage, précarité. Les postes accessibles ne sont généralement que des temps partiels ou intégrant une large part de tâches répétitives. Les jeunes doivent renoncer aux études qui leur étaient promises, abandonner leur métier et renoncer aussi à suivre leurs amis. C'est facile d'imaginer l'impact sur la vie familiale et sociale. Le problème des ressources financières se pose rapidement de façon cruciale. Pour les salariés, les indemnités journalières ne durent pas indéfiniment. La consolidation interviendra pour définir l'aptitude au travail et le taux d'incapacité définira le montant d'une éventuelle pension d'invalidité. Pour les jeunes, et souvent les moins jeunes, ce sont les familles qui sont mises à contribution et à rude épreuve. Le discours ambiant? La récupération viendra avec le temps. Mais le temps passe et les problèmes demeurent. Quand le trauma crânien est lourd, il apparaît normal que les bilans neuropsychologiques soient dégradés, troubles cognitifs, etc. Si le traumatisé crânien est classé léger et que, par chance, il est orienté vers un neuropsychologue et que le bilan apparaît dégradé, ces séquelles deviennent alors des troubles psychiques. En effet, burn-out et dépression peuvent provoquer des symptômes comparables et, une fois sur deux, vous pouvez être suspecté de simulation, comme le montre l'étude des universitaires belges Meulemans et Serron en 2004. Mais qu'est-ce qu'une prise en charge adaptée? Si l'on peut penser qu'il est effectivement utile de consulter un neurologue quand les troubles persistent dans un délai de 3 mois, comme le préconise France Trauma Crânien, il ne reste pas moins que le dossier sera toujours aussi vide sur le plan médical et les causes des troubles resteront invariablement dans le domaine du psychique. L'accident deviendra alors le révélateur d'une fragilité antérieure. De plus, aucun examen n'apprécie l'impact réel des troubles cognitifs sur la vie de tous les jours, sur la capacité à tenir un poste de travail. Les bilans neuropsychologiques ne sont pas faits pour cela. Ce n'est que dans la durée et sur plusieurs jours que l'on peut commencer à se faire une idée. Il faudrait que les traumatisés crâniens dits légers puissent passer en UE-EROS sans orientation MDPH, mais ce n'est pas la voie classique.
Quant au volet juridique et indemnitaire, c'est encore plus simple. Les barèmes plafonnent de 5 à 8% d'IPP pour les assurances et de 5 à 20% pour la sécurité sociale. Barèmes qui paraissent cohérents au regard d'une pathologie qui doit s'effacer dans les 6 mois maximum. Ces taux n'ouvrent droit qu'à de très faibles indemnités sans aucun rapport avec le handicap réel. Malgré cela, c'est toujours le traumatisé qui doit assurer la synthèse. Il devra affronter ses problèmes personnels, gérer la panique qu'il ressent quand il n'arrive plus à faire ce qu'il avait toujours fait jusque-là, comprendre ce qu'il a perdu et en faire le deuil, mais aussi sa famille ou ce qui en reste. Un couple sur 2 se sépare après un traumatisme crânien. Se reconstruire et faire de nouveaux projets adaptés à sa nouvelle situation. Dans le même temps, il devra affronter l'imbroglio médico-social. Enfin, avec un léger décalage, se frotter aux juridiques, experts, avocats, et il se sent toujours bien isolé. Nous en sommes témoins tous les jours dans les AFTC qui les soutenons. Cependant, il faut sortir de cette spirale infernale. Nous retiendrons 3 priorités. Première priorité, apporter la preuve médicale que les séquelles sont dues à l'accident. Le cabinet d'avocats Preciosi Secaldi décrivait sur son site internet en 2006 qu'il y avait une absence de procédure spécifique pour l'évaluation pour les traumatisés légers. La même année, le professeur Denis Ducreux concluait sa conférence « L'après-accident de la route à l'assureur » en parlant de l'IRM de tenseur de diffusion et de l'imagerie de tracking de fibres. Toutes ces nouvelles imageries vont permettre à l'avenir un meilleur diagnostic et une approche d'évaluation du pronostic fonctionnel ou vital. En 2007, le professeur Freddy concluait que l'imagerie en tenseur de diffusion 3D apparaît actuellement comme une technique de routine clinique sensible à la détection des atteintes traumatiques du faisceau arqué. Il avait déjà tiré la même conclusion en février 2006 dans la même revue concernant le corps calleux. Le docteur Kazemi, en février 2008, indiquait que l'IRM fonctionnel était une technique non invasive d'accès facile qui permet d'obtenir en peu de temps et sans matériel supplémentaire une cartographie des zones fonctionnelles. En mai 2009, les départements de neuroradiologie et de radiologie de l'hôpital universitaire de Genève, le professeur Vargas et ses collaborateurs concluaient « L'imagerie à champ élevé offre l'avantage d'un signal bruit élevé, rendant ainsi possible l'acquisition avec une matrice plus élevée, des coupes plus fines, ainsi que l'utilisation en routine clinique de la spectroscopie et de l'imagerie de tenseur de diffusion. Pour la pratique quotidienne, il est indispensable d'apprendre à reconnaître ces artefacts, car la plupart peuvent être évités. Il est aussi clairement démontré que les méthodes d'imagerie classique IRM-TDM étaient de mauvais prédicteurs du niveau de récupération fonctionnelle. Médactuel, décembre 2009. Aujourd'hui, des études ont été menées dans différents pays concernant le traumatisé crânien dit léger et l'imagerie médicale. Il en ressort que les troubles psychiques ne sont pas le seul facteur du handicap, mais bien des lésions cérébrales au niveau de la substance blanche qui parasitent les informations et les fonctions exécutives. Nous savons aussi que s'il n'y a pas un bon diagnostic et une bonne prise en charge adaptée, un effet de spirale négative va se créer sur le traumatisé crânien et son cercle familial. Les nouvelles techniques permettent déjà d'affecter les troubles observés à l'accident. Il n'est sans doute pas nécessaire d'attendre que nous ayons une connaissance parfaite du cerveau pour les mettre en œuvre. D'ailleurs, dans les États de Floride, du Massachusetts et Colorado aux États-Unis, des juges en 2010 ont reconnu l'IRM de tenseur de diffusion comme méthode permettant de diagnostiquer des lésions cérébrales. Et ceci au regard que, d'une part, la méthode avait été suffisamment testée à travers le monde. La Cour du Colorado avait relevé pas moins de 3393 publications sur l'IRM tenseur de diffusion, 176 liées au traumatisme cérébral et 29 au traumatisme cérébral léger. Et d'autre part,
qu'elle était acceptée par les radiologues et que l'American College of Radiology en publiait le mode opératoire. Alors, question, est-ce que l'on peut, aussi en France, dégager un consensus scientifique et un protocole d'image standardisé qui apporte la preuve de l'imputabilité du traumatisme à l'accident lui-même? Un consensus puisse s'imposer et être reconnu par les médecins experts. Si oui, comment, avec qui et quand? Et sinon, pourquoi? Priorité numéro 2, diagnostiquer les troubles cognitifs et mieux appréhender les séquelles réelles. Les études récentes, Krauss en 2007, Bigler en 2008, Kumar en 2010, mettent en évidence que la classification clinique qui détermine le degré de sévérité du traumatisme crânien ne coïncide pas toujours avec les séquelles cognitives et que l'approche neuropsychologique les sous-estime notablement. L'IRM de tenseur de diffusion en permet une meilleure définition, en particulier pour les traumatisés crâniens classés légers et qui devraient l'être en sévère. Les tests neuropsychologiques sont à développer comme un premier outil, comme un des éléments du diagnostic du traumatisme crânien. Mais il est aussi indispensable de faire évoluer ces tests pour une meilleure appréciation des séquelles cognitives qui sont dramatiquement sous-évaluées, en y introduisant des paramètres de durée. Quand on parle de reprise de travail, ce n'est pas pour 2 heures par jour. Il est également indispensable, quand les séquelles sont établies, de donner l'accès à l'IRM de tenseur de diffusion de façon à lever les doutes sur la nature des troubles. Est-ce des lésions cérébrales? Est-ce une origine psychique? Ou est-ce de la simulation? Ceci de façon à permettre une prise en charge adaptée à la réalité du blessé. Envisager que les séquelles puissent être la conséquence directe de l'accident enlèverait la lourde charge de culpabilité destructrice pour le blessé comme pour sa famille, tout en les mettant en situation d'affronter le handicap. Le Québec, qui intègre des grilles standardisées d'évaluation et une réadaptation multidisciplinaire, pourrait être un exemple. Encore une question. Peut-on envisager un protocole spécifique, normalisé, pour mieux appréhender les séquelles réelles? Et encore un bilan neuropsychologique, suivi de tests complémentaires sur une journée, pour tenter de simuler une situation au travail, par exemple. Ou encore un questionnement des familles, amis, collègues, pour appréhender le différentiel avec la situation antérieure. Qui pourrait en être le maître d'ouvrage et avec qui? Priorité numéro 3, aménager les barèmes d'indemnisation. Un diagnostic et une bonne appréciation des séquelles, s'ils sont indispensables, ne suffisent pas à eux seuls. Ils doivent être intégrés dans les barèmes d'indemnisation du handicap. Une nouvelle question. Ne plus classer les traumatisés crâniens légers lourds dans la catégorie troubles subjectifs ou post-commotionnels du barème est une chose. Mais dans quel classement peuvent-ils être affectés? Et pour quel niveau de reconnaissance de handicap? C'est de la compétence de qui? Comment avancer et avec qui? En conclusion, c'est la nature des réponses aux questions posées précédemment qui sera déterminante. Nous sommes à un tournant. Si nous en prenons les moyens, l'amélioration peut être rapide et considérable, même si, bien sûr, elle ne règle pas tous les problèmes. Réflexion complémentaire à propos de formation et d'information. La formation et l'information des généralistes, rhumatologues, neurologues, neurochirurgiens, neuropsychologues, avocats, experts. Une campagne d'information ne peut être utile que si elle débouche sur du concret. Concernant les traumatisés crâniens dits légers qui restent handicapés, il n'y a aujourd'hui, en l'état actuel, aucune porte de sortie, ni sur le plan du diagnostic médical, ni du suivi ou du juridique. Elle ne peut que donner de faux espoirs.